Ramayad, donc bienvenue, nous sommes tous les deux et nous allons parler donc pour les auditeurs de Radio Classique et d'LCI de ces carnets du pouvoir 2006-2013. Cela étant dit, ce matin il y a beaucoup d'actualités politiques et même un drame qui est celui de Lampedusa. On sait qu'au début de votre carrière, vous êtes beaucoup intéressé à ces questions de migrants. Vous avez même publié, si ma mémoire est bonne, une tribune dans Le Monde dont vous parlez dans le début du livre, qui vous avait fait remarquer par Nicolas Sarkozy et par ses équipes concernant justement le drame dans un hôtel à Paris. Que pensez-vous de cette affaire ? Comme l'a dit très bien le pape François, c'est une honte. Mais je n'applaudirai pas à cette situation. Parce que quand il a dit ces mots très forts, il a eu raison. Mais pourquoi applaudir ? Au fond, c'est un drame comme celui de Ceuta et Melilla, auquel on est habitué depuis de longues années. Ce qui frappe cette fois, c'est qu'il y a 130 morts et 200 disparus. On voit l'aspect humain, le drame humain que c'est. Que les questions migratoires, c'est pas seulement fait pour être dénoncé dans les tribunes politiques de l'extrême droite, c'est aussi une réalité humaine qui pose la question. Et qui n'est absolument pas réglée. Qui est absolument pas réglée, parce que, vous savez... Quand vous racontez dans le livre, justement, au début, les hôtels qui brûlent, les Africains qui meurent. Aujourd'hui, c'est les bateaux qui coulent, les Africains qui meurent. Et on a l'impression que l'Europe n'a absolument pas réglé ce problème depuis des années, alors que les Américains ont essayé de le régler avec les Mexicains dans un registre qui est effectivement celui des gens qui vont vers des zones de plus grande prospérité. Mais il y a deux raisons à ça. La première raison, c'est que vous pouvez mettre toutes les frontières, tous les barbelés que vous voulez. Un migrant qui est mu par la pauvreté, par le désir de progresser dans la vie, et il les franchira toujours, ces frontières. Au prix de sa vie, ils n'hésiteront jamais. C'est comme ça depuis que le monde est monde. Deuxième élément qui explique cette situation, c'est que effectivement, la présence de ces migrants sur le territoire européen, ça en arrange certains. Parce que ce sont des travailleurs de l'ombre qui ne demandent pas beaucoup, qui ne coûtent pas cher à la sécurité sociale. Ça, c'est l'aspect économique. C'est l'aspect économique. Et donc, c'est ce qui explique cette situation. Le fond du problème, tout le monde vous le dira, c'est la question du développement dans les pays d'origine. Mais pour faire ce travail, il faut que, effectivement, l'Union européenne, à la manière des États-Unis avec le Mexique, mette en place une solution, une politique de coopération bien plus étroite que celle qu'on a aujourd'hui. Mais est-ce que la question n'est pas aussi celle des frontières ? Parce que dans la fin de la campagne électorale, Nicolas Sarkozy est revenu à une idée qu'il avait un petit peu abandonnée au début, c'est-à-dire en 2007, dans la première campagne, c'est celle de la frontière, de la dureté aux frontières, de la limitation de l'immigration d'une manière drastique. Mais il n'est pas, choquant que l'Union européenne, connaissant une crise économique celle qu'elle connaît aujourd'hui, limite les flux migratoires. Mais la question, elle n'est pas là. Elle est dans l'humanité du traitement de ces hommes et de ces femmes, parce que ce sont des hommes et des femmes, comme vous et comme moi. Et ensuite, le problème est encore une fois, la situation des pays d'origine. Et ça suppose, je pense, une coopération sur le plan économique. Parce qu'on est axé sur la politique migratoire en demandant à la Libye, au Maroc, de servir de sas pour cette politique migratoire. Mais on ne parle pas des pays d'origine, d'où viennent ces personnes, des pays notamment africains, et de la question de la pauvreté là-bas. C'est cette question du développement qui avait tant eu cours dans les années 70 et 80, qui aujourd'hui n'occupe plus le haut des affiches ou du débat public. Et je pense mais d'une certaine manière, pardonnez-moi de vous interrompre, mais l'affaire des Roms, c'est assez similaire. Je ne parle pas dans le drame, mais au fond, on est face à une population qui est rejetée par un pays. Là, il s'agit de la Bulgarie et de la Roumanie. On veut les renvoyer chez eux, personne n'en veut chez eux. Donc, il y a cette espèce de mouvement de va-et-vient permanent, mu par des nécessités économiques ou vitales. Mais parce que personne ne dit la vérité. Et là, encore une fois, la vérité, c'est que la Bulgarie et la Roumanie, sans stigmatiser personne, ne veut pas forcément de ces Roms-là. La politique d'intégration de la Bulgarie et de la Roumanie des Roms, il faut voir ce que c'est. Ce sont quand même des populations qui ont été discriminées dans leur propre pays pendant des années et qui subissent une pauvreté absolument extraordinaire, qui les pousse donc sur les routes. Il faut peut-être aujourd'hui qu'à Bruxelles se pose la question de l'intégration par ces pays-là. Mais justement, sur cette... je vous écoute avec attention, mais la question de Lampedusa plus la question des Roms, vous dites qu'il faut essayer de réaménager l'intégration sur place, mais ça ne marche pas. Donc le résultat de l'opération... Je veux dire, on ne peut pas considérer... Il s'agit de l'intégration dans leur propre pays. Ce sont des citoyens roumains et bulgares. C'est ce que je disais, l'intégration dans leur propre pays. C'est à la Roumanie et la Bulgarie d'intégrer ses propres ressortissants. Mais vous voyez bien ce matin, puisqu'on se retrouve justement ce vendredi, à un moment où Marine Le Pen explose dans les sondages. Mais c'est pas étonnant, les Français ont l'impression qu'on parle mais qu'on ne fait rien.
Et Marine Le Pen ne prospère pas de son talent ou du rafistolage de la vitrine du Front National, mais de notre impuissance. C'est nous qui devons nous remettre en cause. Ça ne sert à rien de l'accuser, ça ne sert même à rien d'adopter des postures morales. Et puis, il y a un moment donné, il faut savoir dire les choses. Marine Le Pen n'a pas peur d'oser dire aberration, qu'elle n'est pas d'extrême droite. Elle ose dire qu'elle n'est pas de droite. Comment ça, vous dites aberration ? C'est une aberration, parce que moi, je pense que le Front National n'est pas un parti républicain. Mais donc vous continuez à considérer ce matin que le Front National est un parti d'extrême droite, hors du pacte républicain. Exactement, parce que quand on fait dans ces cas-là, il faut l'interdire. De sa politique, de son fondement politique, la priorité ou la préférence nationale, il y a un problème républicain. D'accord, mais alors la République, pardonnez-moi, mais la République est totalement hypocrite dans ce domaine-là, parce que si on considère, par exemple, vous, comme d'autres responsables politiques, qu'elle est hors pacte républicain, à ce moment-là, il faut l'interdire. D'abord, de moins en moins de responsables politiques le disent, parce qu'on a l'impression qu'il y a une espèce de tabou à dire que le Front National n'est pas un parti républicain. Évidemment, personne n'ose le dire. Vous dites ça à 20% des Français qui votent pour elle, ils ne peuvent pas l'accepter. Mais moi, je pense que je ne suis pas candidate à l'élection présidentielle, donc permettez-moi de dire là-dessus ce que je pense. Si on tourne autour du pot, si on n'ose pas dire les mots, si on n'ose pas qualifier les choses, mais on laisse les Français effectivement y aller et voter pour elle sans complexe. C'est ainsi qu'elle prospère. Par exemple, la laïcité. La laïcité, c'est une notion généreuse de la République qui a été inventée par le Parti radical français et qui est aujourd'hui récupérée par Marine Le Pen. C'est pas normal. La nation, notion éminemment républicaine, voire même de gauche, récupérée par Marine Le Pen. Et aujourd'hui, elle s'attaque, nous dit-on, à l'école. Pas de combat politique contre elle. Mais on n'est pas assez fort, on n'est pas assez bon, on n'ose pas. Alors, est-ce que vous considérez aujourd'hui, puisque vous êtes du côté de Jean-Louis Borloo, qui est le personnage qui pourrait, parce que je dis ça d'ailleurs, ce serait une manière de m'interposer dans le débat politique, mais qui est celui qui pourrait ralentir la percée de Marine Le Pen, qui va forcément... Je parle de votre point de vue, puisque ça affaiblit les partis classiques. Nous, c'est bien pour ça qu'on a créé, et qu'on est en train de créer un autre parti politique, pour offrir l'alternance au fond, parce que c'est elle aujourd'hui qui incarne l'alternance. Après la droite au pouvoir, après l'échec en cours de la gauche, que vont se dire certains Français en colère ? Ils vont se dire, maintenant l'alternance c'est Marine Le Pen. Après tout, on a eu la droite, on a eu la gauche. Vous croyez que Borloo, Bayrou, vous et les autres, vous allez faire obstacle à la progression de Marine Le Pen ? C'est ce que nous espérons faire. Nous voulons incarner aussi l'alternance. Nos concurrents, c'est pas la gauche, c'est pas l'UMP. Nos concurrents, c'est le Front National, parce qu'il faut présenter une nouvelle offre politique aux Français. Vous savez, les Français nous critiquent pas seulement parce que il peut nous arriver de faire et pas toujours d'agir, mais aussi parce que nous n'offrons pas un renouvellement de la classe politique et de ses manières de faire. Je pense aussi, regardez ce qui se passe. Les jeunes que Marine Le Pen présente aux élections, regardez, ils ont 20 ans. Ils n'ont aucune expérience et les Français n'hésitent pas à voter pour cela. Vous n'avez pas beaucoup d'expérience, vous avez démarré aussi. Vous avez moins de 30 ans. Mais j'ai justement ça, je plaide pas pour ma pomme, mais je plaide pour que d'autres comme moi puissent me rejoindre. Depuis où est le renouvellement ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Mais dans le livre, vous-même, vous expliquez justement que vous êtes heurté, disons, à des brontoseurs de la politique qui sont responsables, comme vous, parce que vous êtes aussi responsable, de l'échec partiel qui a été votre expérience gouvernementale. Ah non. Trop jeune. Attendez, je n'ai pas échoué au gouvernement, vous pouvez pas dire ça. Je veux dire, j'étais secrétaire d'État aux droits de l'homme. Oui, parce qu'on n'a pas vocation à rester toute sa vie au gouvernement. Mais ils vous ont sorti avant... C'est le succès. Mais ils vous ont sorti 2 ans avant que la droite échoue, donc fondamentalement, ils vous ont sorti avant. Oui, mais comme d'autres sont sortis avant. Mais je suis restée 3 ans et demi sans parler du fait que j'étais ambassadeur. Mais il y a des choses que j'aurais voulu faire mieux, mais il y a quand même des choses que j'ai réussi. On pourra en parler, je raconte tout ça dans le livre. Mais le problème n'est pas là. Le problème, il est que c'est pas ma personne qui compte là-dedans. J'aimerais qu'on fasse confiance davantage à la jeunesse de France. J'aimerais que la classe politique lui ouvre ses portes. J'aimerais que ces jeunes conquérants, qui n'ont pas de mandat, qui débordent de leur poche, c'est vrai, eh bien qu'on leur fasse confiance parce qu'ils écrivent l'avenir du pays. Mais c'est pas ça qui va régler fondamentalement, Ramaya, le problème de l'immigration, des immigrations économiques. C'est pas une question d'âge. Mais j'entends bien, mais si vous posez la question de la jeunesse, c'est pas une question d'âge. Vous savez, ceux qui plaident pour que la jeunesse soit au centre des débats publics, ce ne sont pas les jeunes, forcément. Ce sont
leurs grands-parents qui s'inquiètent de ce que la France qui vient. C'était au cœur de la campagne de François Hollande. Et ben voilà, et ben nous y sommes. Alors, et donc, il déçoit sur le plan de la jeunesse. Et en décevant la jeunesse, c'est l'avenir de la France qui est hypothéqué. Alors que Marine Le Pen joue sur le renouvellement. Petite question sur le livre. Le début est très intéressant. Alors, on vous reproche évidemment de ne pas avoir fait un livre politique. J'allais dire, pour vous défendre, vous allez vous défendre toute seule, qu'effectivement, c'est pas un livre de réflexion politique, c'est chose vue tous les jours, du début jusqu'à la fin. La grande question, c'est est-ce qu'avec le recul maintenant, vous n'avez pas l'impression, parce que vous étiez noir, d'être finalement, d'avoir intégré un système politique comme une sorte d'alibi? Vous savez... Est-ce que vous réfléchissez à ça au fur et à mesure de l'écriture? Je pensais qu'après, je ne vous le dis pas à vous parce que d'autres m'ont posé la question, qu'après 6 ans d'expérience politique, 2 ministères, une fonction d'ambassadeur et d'élu local, qu'on ne me poserait plus cette question. J'ai l'impression qu'on me pose cette question comme si j'en étais à mon premier jour politique. Et je trouve ça choquant quand vous recevez, je ne sais pas moi, Benoît Hamon ou Éric Woerth ou n'importe qui d'autre. Non mais vous je ne vous leur explique. Pas mais si, je la pose, d'autant plus que vous-même vous racontez par exemple une scène avec Ségolène Royal. Vous assistez à un moment à une réunion avec elle et elle vous dit, d'ailleurs ça vous déçoit, c'est la campagne entre Sarkozy et elle. Elle vous dit, je n'ai rien à vous dire parce que vous êtes des Français comme les autres. Ça vous déçoit quand elle vous dit... Ah non, je ne suis pas déçue. Non, mais ça vous intéresse parce que c'est le contraire de la discrimination positive Sarkozy. En fait, elle n'avait rien préparé, donc elle n'avait rien à proposer, et donc elle a utilisé cette facilité pour dire que... Mais ça voulait dire quand même aussi sur le fond qu'elle considérait que les gens issus des différentes communautés n'avaient rien à revendiquer comme communauté parce qu'ils sont français comme les autres. D'abord, effectivement, il n'y a pas de communauté. Moi, je considère qu'il n'y a qu'une seule communauté, c'est la communauté française. On est tous des citoyens français. La deuxième chose, c'est que... on ne parle pas, pour moi ou pour des gens comme moi, on parle de la question de la lutte contre la discrimination, la question de la lutte contre le racisme, de la lutte contre la situation dans les banlieues, ou même on peut étendre jusqu'aux territoires ruraux qui ont aussi des problèmes. On parle de ça, mais ça, on n'en parle plus du tout aujourd'hui. Vous avez remarqué que depuis que la gauche est au pouvoir, il n'y a plus de débat sur cette question. Comme s'il n'y avait plus de banlieue, comme s'il n'y avait plus de discrimination, on n'en parle plus. Et je trouve qu'on ne demande pas suffisamment compte aux socialistes qui ont tant promis là-dessus. 2 petites questions. Une remarque d'abord, car quelquefois ça pourrait être un peu mieux écrit, non pas parce que vous ne l'avez pas voulu sur le moment, mais quand vous dites qu'un resto est dégueu, on n'attend peut-être pas forcément ça d'un responsable politique, peut-être d'un auteur branché, pas d'un responsable politique. Mais alors surtout, on n'aura pas le temps, mais vous allez raconter ça ailleurs. Vous flinguez Kouchner, la terne Philippe Petit, vous voyez, je vous ai lu, vous la croisez chez Ruquier, Borloo, qui ne digère pas d'avoir raté Matignon. Pécresse, vous lui tapez dessus aussi. Son discours, par exemple, vous dites au Mans, son discours est très très mauvais. Trop de pommade à François Fillon, le mien suscite une ovation. Et puis je passe sur Najat Vallaud-Belkacem. Vous avez pris des risques monumentaux. Vous dites que les journalistes sont des lèche-culs globalement. Mais pas du tout, pas du tout. Mais je vous donne la liste. Je l'ai là. Je peux même vous dire qu'il y a même des journalistes dont je dis qu'ils m'ont beaucoup aidé. Judith Weintraub, Nicolas Domenech. À être ministre, vous vous rendez compte? Oui, mais je les cite, oui. Donc, Nicolas Domenech, je ne sais pas. Mais on a l'impression que tout ça, ça a été une vaste... Finalement, un vaste roman balsacien de gens qui ont voulu arriver finalement via Nicolas Sarkozy, vous y compris. Non, pas du tout. Moi, j'ai été dans le sillage d'un homme exceptionnel qui, effectivement, est parti à la conquête du pouvoir de manière exceptionnelle. Ouais. Et pour ça, j'ai effectivement vécu des moments formidables. Et puis, politiquement, on s'est éloigné l'un de l'autre. Parce qu'effectivement, l'éloge de la frontière ou d'autres concepts comme ça, ou quand on dit que le Front National est compatible avec la République, moi, j'ai pas. Vous avez changé. Voilà. Non, j'ai pas changé justement. Vous n'avez pas changé sur le fond, mais vous avez changé de parti, de formation politique. Parce qu'il nous faut des opposants vraiment solides face à Marine Le Pen. Merci. Le livre s'appelle donc Carnet du pouvoir 2006-2013, édition du Moment, éditeur donc Mickaël Darmon. Bonne journée à vous. Merci d'être venu. Tout de suite, nous retrouvons évidemment LCI et Radio Classique.